C'est aujourd'hui l'un des pires endroits au monde pour être une femme. L'Afghanistan, cimetière des droits humains selon l'ONU, où depuis 5 ans, les autorités talibanes ont érigé pierre après pierre un mur autour des femmes au point d'organiser méthodiquement leur effacement de l'espace public. Dans le pays, elles ne peuvent plus étudier ni se déplacer librement. Les lois talibanes leur interdisent même de parler, de chanter ou de lire à haute voix en public. Un degré d'oppression désormais qualifié d'apartheid de genre par l'ONU. Et pourtant, il reste un endroit où les talibans ne peuvent pas complètement se passer d'elle. Il s'agit des hôpitaux où une femme ne peut être examinée que par une femme. Les rares soignantes encore en activité sont donc devenues les ultimes témoins de la détresse des Afghanes. Ce sont vos propres mots, Mélanie Nunez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste. Vous signez un reportage exceptionnel à découvrir gratuitement sur arte.tv et sur YouTube. Vous vous êtes rendu à Kaboul pour rencontrer ces dernières soignantes encore autorisées à exercer un reportage qui documente une réalité effrayante et largement passée sous silence. Vous nous parlez de dépression, de suicide, de mariage forcé de mineurs, de mortalité maternelle. On va voir à quoi ça ressemble. Mais d'abord, Mélanie Nunez, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi une femme. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et je parle vraiment à la femme que vous êtes et non à la journaliste, quand vous êtes arrivée à Kaboul au contact de ces femmes enfermées. En réalité, on voit beaucoup de regards sur nous, c'est-à-dire que ça paraît complètement incongru quand on est une femme d'avoir une caméra à la main, de pouvoir filmer en Afghanistan, alors que presque plus aucune femme ne peut travailler. Donc on est vraiment perçu un peu comme, on était perçus, moi et ma collègue, comme des ovnis en quelque sorte. On ne répond pas au code culturel afghan et pourtant on travaille. Donc il y avait vraiment cette incompréhension de la part de beaucoup de personnes par rapport à ce qu'on faisait. On a aussi été perçus, moi je l'ai ressenti en tout cas comme un geste tendu aussi vers les femmes. Et il y a beaucoup de femmes, même des femmes en burqa, donc intégralement voilées, qui spontanément venaient nous parler pour être interviewées. Il y avait vraiment un cri d'alarme en fait. Qu'est-ce qu'elles vous disaient, ces femmes? Un cri du cœur de nous dire: ne nous abandonnez pas, parlez de nous à tout prix, parce que nous, dans notre pays, nous n'avons plus de visage, on n'a plus de parole. Donc faites sortir cette parole-là à l'étranger, en France notamment, en Europe. Faites en sorte que nous ne soyons pas oubliés, parce qu'à partir du moment où elles sont oubliées, elles se disent aussi que pour elles, c'est la fin. En fait, il n'y a plus aucun espoir. Pour elles, l'espoir viendra de l'étranger. On va justement regarder un extrait de votre reportage. Depuis le retour au pouvoir des talibans il y a 5 ans, les femmes afghanes ont été effacées de l'espace public, enterrées vivantes dans leur propre pays. Les derniers décrets encouragent les violences conjugales et légitiment les mariages d'enfants. Voilà, c'est votre voix que l'on entendait à l'instant. Comment vous avez réussi à filmer ces femmes, les soignantes, mais aussi les patientes, les familles, dans un pays où elles sont surveillées, où leur parole peut les mettre en danger? Alors, il a fallu des mois de préparation avant de pouvoir nous rendre en Afghanistan. Il faut d'abord l'autorisation en fait des talibans pour pouvoir obtenir un visa presse. Et nous, comme on faisait de la télévision, on avait besoin de ce visa presse pour pouvoir tourner, par exemple, dans la rue, pour pouvoir filmer ces femmes aussi à visage découvert, qu'elles puissent nous parler, qu'elles puissent nous donner leur prénom et que ce ne soit pas finalement trop dangereux pour elles. C'était facile, justement? Ça a été très long. Il a fallu d'abord gagner leur confiance, bien sûr. Donc ça a pris des semaines. Toutes les interviews qu'on a pu faire sur place, il fallait qu'on s'assure aussi des risques qu'elles pouvaient prendre, de leur accord, parfois même de l'accord de leur mari, de leur famille, parce que ça implique beaucoup plus que leur propre sécurité. Et une fois qu'on a réussi à les convaincre, et en tout cas, j'allais dire, ça a été assez simple finalement de les convaincre, parce que ces femmes, elles témoignent malgré les risques, parce qu'elles ont en tout cas l'impression, ou en tout cas envie de transmettre leur témoignage pour toutes les autres femmes afghanes. Et le fait qu'un média étranger puisse s'intéresser à elles, c'était aussi l'opportunité pour ces soignantes notamment de donner cette parole, de témoigner en fait de ce qui leur arrivait. Et malheureusement aujourd'hui, la parole d'une femme en Afghanistan ne compte plus, en tout cas la parole publique. On ne leur demande jamais comment elles vont, qu'est-ce qu'elles pensent de leur situation personnelle. Et donc c'était important aussi pour elles de témoigner. Elles le font très rarement, peu de personnes en fait les interrogent.
On va peut-être faire un état des lieux des droits des femmes actuellement, ou bien du moins ce qu'il en reste en Afghanistan, les femmes qui n'ont plus le droit d'étudier, de se déplacer librement. Est-ce que vous pouvez nous dresser justement un état des lieux et nous dire peut-être ce qu'il leur reste à ces femmes? Il ne leur reste pas grand-chose en réalité. En effet, elles n'ont plus le droit de se déplacer librement sans un chaperon masculin de leur famille. Elles n'ont plus le droit d'aller à l'école, en tout cas après 12 ans, donc elles n'ont plus le droit d'aller à l'université. Alors ça, c'est vraiment un élément complètement fou, c'est-à-dire que c'est le seul pays au monde où cette règle existe aujourd'hui, voilà, que les petites filles après 12 ans ne puissent plus aller à l'école. Elles ne peuvent pas aller dans les parcs, par exemple, elles n'ont pas le droit de voyager également en dehors de leur région sans l'accompagnement d'un homme. Elles n'ont plus le droit pour la très grande majorité, l'écrasante majorité, de travailler. Donc voilà, elles sont réduites en réalité au mur de leur maison et hormis le fait de se marier et d'avoir des enfants, plus grand-chose d'autre qui est autorisé pour elles. Et surtout, elles n'ont pas le droit de se déplacer pour aller à l'hôpital, même en cas d'urgence, Exactement. sans un chaperon masculin, Tout à fait. ce qui génère énormément de mortalité parmi les femmes dans le pays. Oui. Vous avez rencontré donc ces soignantes qui voient arriver dans leur service les conséquences très concrètes de 5 années de régime taliban. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces soignantes? Ces soignantes, elles sont très inquiètes pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'elles voient arriver des petites filles qui sont enceintes parfois, donc c'est-à-dire des mariages très précoces, des grossesses très précoces et des risques évidemment de mortalité en couche qui augmentent et qui même explosent en Afghanistan parce que les femmes, elles sont aussi très régulièrement enceintes. Il y a des femmes qui ont jusqu'à 10 enfants. Donc évidemment, quand elles n'ont pas accès à des gynécologues, à des sages-femmes, la mortalité en couche est beaucoup plus grande et donc elles voient arriver des petites filles et des jeunes filles dans des états extrêmement préoccupants. Il y a aussi une explosion des violences conjugales qui sont souvent tues à la maison et lorsque ces femmes peuvent enfin parler à des médecins femmes, eh bien parfois elles disent ce qui leur arrive à domicile. Et puis il y a aussi évidemment une très très grande préoccupation pour les soignantes qui est celle des suicides des jeunes filles, des petites filles même, puisque les plus jeunes filles qui tentent de se suicider, par exemple en avalant de l'acide ou de la mort au rat, eh bien elles ont parfois 11-12 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas, évidemment, il y a 5 ans. Donc, ça inquiète toutes les soignantes que j'ai rencontrées. Vous filmez justement un témoignage extrêmement fort, celui de Maria, 16 ans, qui a tenté de mettre fin à ses jours pour échapper à un mariage forcé. On regarde. Nous avions organisé des fiançailles. Cela ne lui convenait pas. Alors, elle a avalé de l'acide. Elle a voulu se suicider. Pourquoi tu as avalé de l'acide? C'était forcé? C'était par erreur? Tu peux nous faire confiance pour parler. J'allais me marier, mais je n'étais pas d'accord. Je ne le voulais pas. J'ai eu beaucoup d'anxiété. Je suis tombée malade. Et un jour, j'ai décidé de le faire. Ça s'est passé où? À la maison. À la maison. Tu savais que tu pouvais en mourir? Oui, j'étais au courant. Comment une adolescente de 16 ans et sa famille acceptent-elles de raconter devant une caméra une tentative de suicide en Afghanistan? Alors c'est extrêmement en effet difficile de recueillir un témoignage comme ça, tout simplement parce que le suicide, c'est un tabou absolu en Afghanistan, c'est un tabou religieux, mais c'est un tabou aussi au sein des familles. Et donc au départ, on a d'abord évidemment parlé à son père qui nous a expliqué la situation. Et puis en prenant du temps, en fait, on a fini par convaincre Maria, elle aussi, puisque c'était très important pour moi d'avoir son témoignage à elle et ses mots à elle, de nous expliquer pourquoi elle était passée à l'acte. Et en réalité, ce que Maria vit et ce qu'elle a vécu et ce que vivent beaucoup de petites filles, c'est qu'elles ne veulent pas tant mourir, mais ce qu'elles ne veulent pas, c'est être forcées de se marier avec des hommes qu'elles n'ont pas choisi d'épouser, souvent beaucoup plus vieux qu'elles. Et cette vie-là, finalement, est symbole de détresse et de désespoir. Et donc c'est terrible de voir que leur seule solution aujourd'hui, c'est la mort. Mais est-ce qu'elle parlait librement, cette jeune fille? Oui, alors elle parlait parce qu'elle était près de son père. Donc on a d'abord évidemment interrogé son père et puis il lui a dit « Allez, tu peux parler Maria, vas-y fais-le ». Et donc autorisée par son père, elle a finalement accepté de livrer ce témoignage. L'Afghanistan qui est le seul pays au monde où les femmes se suicident davantage que les hommes. En 2022 déjà, Fawza Koufi, ancienne vice-présidente du Parlement, alertait devant l'ONU, chaque jour au moins 1 ou 2 femmes se suicident en Afghanistan. Finalement, ce que les talibans ont construit, c'est une société où certaines femmes, et elles sont de plus en plus nombreuses, en viennent à préférer la mort à la vie qu'on leur impose.
Et ça, c'est quelque chose que vous avez constaté lors de votre reportage? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est partagé d'ailleurs entre femmes. C'est assez étonnant, mais c'est presque devenu banal en fait d'évoquer la mort, le suicide. Elles cherchent parfois les moyens d'y arriver. Elles se disent tiens, comment je pourrais mener à bien ce suicide, cette disparition. Et en réalité, ça traduit vraiment de l'effacement de ces femmes, de la détresse qu'elles vivent. Et il y a peu de mains tendues aujourd'hui, il y a plus de mains tendues pour ces femmes afghanes et elles sont extrêmement nombreuses dans cette situation. Il faut vraiment se rendre compte qu'elles ont été effacées de l'espace public et qu'elles vivent dans un huis clos absolu. Et comment les soignantes, justement, répondent à une telle détresse? Alors, il y a peu de solutions en réalité. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est cette psychologue qu'on suit qui s'appelle Uranus et qui essaye de les aider. Et en réalité, elle n'a finalement plus que son sourire et son dynamisme et j'allais dire, cette résilience voilà, pour essayer de les aider. Il n'y a plus grand-chose aujourd'hui pour tenter de les aider. Alors, elle me disait, par exemple, on en discutait voilà, avec elle et elle me disait que elle leur conseillait de faire des choses très simples. Par exemple, regarder un foulard qui vous plaît, avec une jolie couleur. Par exemple, cultiver des légumes dans votre jardin. Par exemple, tenter de parler avec vos enfants, d'échanger des choses dans le huis clos familial. Il n'y a vraiment plus aucun loisir toléré, plus aucun espace de liberté. Donc, c'est très difficile aussi de les maintenir en vie et de tenter de garder espoir malgré tout. Il y a la problématique des tentatives de suicide, mais il y a aussi une crise de santé mentale absolument massive en Afghanistan. 90% des femmes afghanes souffrent de troubles mentaux, selon des chiffres rapportés par une psychologue afghane citée par Annick Cogent dans son enquête pour Le Monde, puisqu'évidemment aucun chiffre officiel ne circule à ce sujet. Quand ce n'est pas de la dépression, quels sont les autres troubles que l'on peut observer dans le pays? Il y a énormément par exemple, de malnutrition concernant les enfants. De troubles mentaux. De troubles mentaux, il y a énormément de détresse, comme je vous disais, beaucoup de suicides, beaucoup aussi parfois il y a de la maltraitance vis-à-vis des enfants parce que les femmes perdent pied et elles sont dans ce système de violence. Donc oui, il y a vraiment des problématiques. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui allaient extrêmement mal et qui ne savaient même pas mettre des mots sur ce qui leur arrivait. Et je me souviens, par exemple, de cette phrase qui m'a beaucoup marquée, où on leur disait « Mais tu sais, tu es un être humain et tu as le droit de ressentir des choses. » On leur nie tellement juste l'existence qu'elles oublient, en fait, voilà, on replace au centre, finalement, du soin, le fait qu'elles sont des êtres vivants et qu'elles ont le droit de ressentir de la peine, de la détresse. Voilà. Vous avez pu filmer l'un des rares endroits où cette peine peut s'exprimer lors d'une séance thérapeutique de prise de parole, donc dans un hôpital avec cette psychologue Uranus dont vous me parliez à l'instant. Regardez. Ça fait 6 mois que j'essaye d'aller mieux, que j'essaye de me soigner. Je me frappais, je criais, je me faisais du mal. Et quand je suis allée voir un médecin, il m'a dit que j'avais des problèmes psychologiques. Pendant 6 mois, je ne parvenais plus à reconnaître mes enfants. Que représente un tel espace de parole pour ces femmes? C'est très précieux. Aujourd'hui, les soignantes, à la fois, elles sont essentielles pour maintenir ces femmes en vie, mais elles sont aussi essentielles car c'est l'unique lien qui existe entre le monde extérieur et ces femmes. C'est-à-dire que si demain, les soignantes ne peuvent plus exercer, et c'est ce qui arrive d'ailleurs dans la grande majorité des cas en Afghanistan, très rares sont les femmes qui peuvent encore travailler en tant qu'infirmière, sage-femme ou même psychologue. Lorsque ce lien-là sera rompu, il n'existera plus rien pour les femmes afghanes, d'espace en tout cas de parole et de sororité en quelque sorte. Et donc ces lieux, ces liens, ils sont fondamentaux pour pouvoir faire perdurer encore cette petite flamme en elles, cet espoir. Avec le risque d'une catastrophe sanitaire à retardement, puisque avec la nouvelle génération d'Afghanes, il n'y aura plus de femmes formées pour accompagner les femmes. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe en fait de ces lois dictées par les talibans. D'un côté, on exige à ce que des femmes soignent des femmes et uniquement des femmes. Et d'un autre côté, on empêche les jeunes filles, les petites filles de suivre une scolarité et aussi des études de médecine ou des études d'infirmière par exemple. Et donc, c'est un paradoxe terrible parce que les talibans, c'est presque une balle dans le pied en fait qu'ils se mettent. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui considérer qu'une société peut exister sans femmes.
Merci beaucoup Mélanie Nunes. J'invite tous nos téléspectateurs à regarder votre reportage exceptionnel à découvrir, donc je le rappelle, sur arte.tv et gratuitement donc sur YouTube. Afghanistan, les soignantes de l'ombre. Merci encore d'être venue sur notre plateau ce soir.